Je te remercie aussi pour l'accueil, parce qu'habituellement, je suis accueilli dans les scènes marseillaises en bord de mer, mais c'est la première à Paris, donc très content d'être parmi vous. Et merci à Marine aussi pour l'invitation. Juste avant de débuter la présentation, quelques mots sur qui suis-je. Donc, je suis PM à Marseille depuis maintenant 4 ans, dont depuis 2 ans chez GoJob, qui est une startup, donc une marketplace de l'intérim. À côté de ça, j'organise les LPC X dans la région aussi, Aix-Marseille. Et vous allez le voir, donc du coup, je suis le créateur du site jesuispm.com, qu'on va beaucoup discuter durant la présentation. Et j'aime aussi le pastis, et vous allez voir pourquoi. Vous allez voir juste après. Du coup, aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question qui est: est-ce qu'un side project est-il un bac à sable idéal pour PM? J'entends par bac à sable un endroit où vous pouvez vraiment tester des choses, vous épanouir et vraiment kiffer. Et vous allez le voir à travers vraiment des cas très concrets. Comment je vais répondre à cette question-là? En tout cas, comment je vais essayer de répondre? Je vais vous raconter vraiment une histoire. Donc, c'est vraiment mon histoire. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire comme ce que j'ai fait. Vous allez voir, j'ai eu aussi des petits échecs. Mais je vais vous expliquer vraiment toutes les étapes qui ont abouti au site Je suis PM. Je vais vous parler un petit peu de méthodologie. Je vais vous faire des petites démos de live d'outils no-code. Vous allez avoir aussi en bas de chaque slide, des fois, un petit encart en bas à droite avec des ressources que vous pourrez du coup creuser si vous voulez aller plus loin sur la thématique que j'aborderai sur la slide. Et vous allez voir, je ferai beaucoup d'analogies au château de sable durant la présentation. Alors, comment on va répondre à cette question-là? En 3 parties. Première partie, je vais vous expliquer comment j'ai découvert mon bac à sable. Donc, c'est vraiment plutôt le contexte qui m'a amené sur ces différents projets. Étape 2, je vous expliquerai quels ont été mes premiers essais de château de sable. À l'issue de cette étape-là, on fera déjà une première session de Q&A. Et ensuite, étape 3 et dernière étape, je vous expliquerai comment j'ai construit mon premier vrai château de sable qui aujourd'hui, voilà, je rencontre un petit succès dont je suis très content. Et une nouvelle fois, session de questions-réponses à la fin du webinaire. Donc là, on remonte en été 2019, donc il y a un peu moins d'1 an. Et je vais vous expliquer comment j'ai découvert ce petit bac à sable tout vert, tout mignon. Alors, comment j'étais à cette époque-là? Donc, ça remonte à 1 an. En tant que PM, j'avais un sentiment, en tout cas chez GoJob, de ne pas produire assez vite, de ne pas faire produire assez vite. Donc, j'étais un peu frustré de ne pas délivrer autant de fonctionnalités et répondre à autant de problèmes que ce que je pouvais. J'avais aussi envie de créer quelque chose personnellement. Vraiment, non pas de suivre une vision produit que je porte en tant que PM, mais aussi de pouvoir vraiment contribuer à des problèmes que j'identifie par moi-même et vraiment avec ma touche vraiment personnelle. J'avais aussi une volonté en tant que PM de non pas faire, mais aussi vraiment de mettre les mains dedans et donc de produire tel que le font mes développeurs au quotidien. Je voulais aussi mettre un premier pas dans le milieu entrepreneurial. Je pense que quand on est PM aussi, on a envie aussi de s'épanouir aussi en dehors de notre travail. J'avais envie aussi de répondre à des problèmes que je me fixe moi-même. Et je voulais gagner plus, non pas en travaillant plus, mais surtout commencer à avoir des revenus un petit peu dits lents qui permettent sans effort et avec pas mal d'automatisation de gagner un petit peu d'argent en plus, ce qui est aussi bien sûr un objectif recherché. Donc ça, c'était mon mood. Les tendances du moment. Depuis 1 an, il y a vraiment différentes tendances. On parle de indie hackers, de makers. C'est un ensemble de personnes qui sont très ouvertes d'esprit et qui sont vraiment portées sur la création de side projects. Vous avez le site notamment Indie Hackers qui est vraiment le pionnier dans ça. Vous avez plein de personnes qui sont plutôt des personnes en vadrouille dans le monde entier et qui vont s'amuser à créer 1 à 12 startups à l'année et qui vont vraiment être entièrement à nu, partager toutes les étapes qu'ont construit leurs différents projets. Autre mouvement, vous l'avez vu peut-être pour ceux qui étaient là au webinaire dernier, les outils no-code. Grosse émergence des outils no-code. Amazon hier qui lance un nouvel outil no-code. Donc vraiment une accessibilité à des outils. Là où avant on devait être développeur pour pouvoir produire, maintenant on peut le faire en tant que simple product manager. Troisième tendance, la transparence. Maintenant les startups se mettent aussi entièrement à nu. Elles partagent leur chiffre d'affaires, leurs outils, leur stack, leur méthodologie. Donc on peut très facilement du coup s'imprégner de ce que font les grands et du coup de le reproduire pour soi-même. Quatrième tendance, vous voyez aujourd'hui, il y a une tonne d'infos en ligne, des podcasts, des livres. Dès qu'on ne sait pas faire un truc, on a toujours un podcast, un livre qui nous permet de le faire en peu de temps. Donc là, vraiment, un contexte qui est ultra propice au side project. Et en plus, avec le confinement, vous l'avez vu,
ça explose. En été 2019, je m'étais aussi fixé des conditions pour construire un side project. Je voulais être entièrement autonome, c'est-à-dire que je voulais pouvoir faire les choses moi-même sans pour autant aussi dépenser des milliers d'argent sur des prestataires externes. J'avais du coup un budget qui était quasiment nul, voire très faible, parce que, encore une fois, mon but, c'était plutôt de kiffer que de dépenser de l'argent sur des projets. Et je voulais pouvoir tester les choses rapidement pour pouvoir voir un impact rapide. C'est tout l'inverse de créer, par exemple, un restaurant qui nécessite 9 mois pour trouver les locaux, les personnes, la matière première. L'avantage du web, c'est que là, on peut investir pas beaucoup et avoir des résultats qui sont ultra rapides. Donc, le but, c'était quoi? Se lancer sans prise de risque. Et donc là, en fait, je me suis rendu compte que les conditions étaient vraiment optimales. Et donc là, c'est moi en août et j'ai décidé de me lancer dans un premier side project. On passe à l'étape 2. Donc là, c'est moi à droite dans mon petit château de sable. Et je vais vous expliquer comment, en hiver 2019, j'ai construit 2 premières plateformes, 2 premiers side projects qui sont donc Tech Communities et Pastis Anywhere. Premier sujet, je voulais répondre à des problèmes qui étaient des problèmes personnels. Mon premier problème, c'était de savoir comment je peux découvrir et accéder à des communautés tech francophones, chose que je pense vous rencontrer aussi comme problématique. Et donc là, je me suis dit, c'est quoi la solution que je peux établir? Je me suis dit, tiens, je vais créer et proposer un annuaire collaboratif qui va lister l'ensemble des communautés uniquement francophones et tech en France à travers des groupes Facebook, des communautés Slack et des groupes Meetup. J'ai travaillé sur le MVP, donc le Minimum Viable Product. Et donc là, c'était assez simple. Il y a deux user stories, pour ceux que ça parle en tant que PO, PM. Je voulais du coup, en tant qu'user, découvrir des communautés et en tant qu'user, pouvoir proposer des communautés pour partager avec le reste de la communauté. Donc ça, c'était la solution. Maintenant, c'est comment je l'ai faite. Il y a un outil qui est donc un outil no-code qui s'appelle Sheet2Seat, qui est l'outil, je pense, le no-code le plus simple d'accès. Je vais vous le montrer un petit peu. Il se base sur un spreadsheet. Donc directement, vous allez avoir un spreadsheet qui va se créer, qui est ici, avec un premier feuillet qui vous permet de définir la structure de votre site. Est-ce que vous allez avoir une page d'accueil avec ici un bloc avec un call to action qui est ici, une description, quel est le format des contenus que vous allez afficher, et un feuillet tout simplement qui est l'ensemble de votre base de données qui sera directement dans votre spreadsheet. Donc là, vous voyez, il faut simplement maîtriser Google Sheets pour pouvoir faire un site. Le rendu, c'est quoi? C'est ce petit site-là, qui est donc une one page, où vous allez retrouver ici des filtres, des recherches, et vous allez accéder du coup à une liste de 110 communautés uniquement tech et francophones. Pour pouvoir permettre du coup de proposer une communauté, là j'ai utilisé un couple d'outils no-code, encore une fois, qui sont très connus et très simples, très accessibles. Typeform pour générer un formulaire pour permettre la création, la proposition d'une communauté. Et Zapier, qui va permettre simplement de dire, lorsque ma personne propose une communauté via Typeform, automatiquement, je vais créer une ligne sur mon Google Spreadsheet qui va automatiquement rajouter sur mon site la nouvelle communauté. Vous voyez, 3 outils super simples pour arriver au résultat que je vous ai montré. D'un point de vue résultat, sur ce premier side project, budget respecté, on est à 10 € par mois, ce qui est relativement correct. La conception, développement avec la découverte de l'outil m'a pris moins d'une semaine, ce qui est aussi très rapide. Très content d'avoir mis en ligne mon premier side project. Le projet a déjà été publié sur différentes communautés Slack. Donc là aussi, très valorisant de dire, bah, tiens, j'ai lancé quelque chose et les gens partagent déjà mon site. Et j'ai atteint déjà des pics qui étaient de l'ordre de 1000 visiteurs mensuels par mois, ce qui est, je trouve, déjà super intéressant quand on est sur un premier side project. Point négatif, le modèle économique, difficile à mettre en place. On était plutôt sur une plateforme juste pour aider les personnes. Je n'ai pas cherché à la monétiser. L'outil est très peu évolutif. On peut faire qu'une seule page. Donc voilà, on est très contraint par l'outil. Et le référencement dû à l'outil n'est pas optimal. En tout cas, c'est les constats que j'ai tirés de ce premier side project. Du coup, j'ai rapidement enchaîné sur un second projet qui est donc Pastis Anywhere. Donc là, vous voyez que je suis vraiment le vrai Marseillais cliché. J'ai cherché à résoudre une problématique qui est comment trouver un bar où on peut boire un pastis où qu'on soit dans le monde entier. Donc ça, c'est venu quand j'étais en voyage au Vietnam. Je voulais un bar avec mes potes où il y avait du pastis et on galérait.
Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'on ne va pas commencer à faire un catalogue des bars dans le monde où on peut boire un pastis? Et donc, du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai créé un annuaire collaboratif des bars où on peut boire un pastis dans le monde. Donc là, la solution, je vais vous la montrer, se base sur les mêmes outils, donc Sheet2Sheet, Typeform et Zapier. Donc là, on retrouve la page d'accueil où vous avez l'ensemble des pays, Marseille étant un pays, bien sûr. Et lorsque je clique sur un pays, par exemple les États-Unis, vous allez accéder du coup à tous les bars qui ont été proposés par la communauté où on peut boire un pastis. Et en un clic, on accède directement du coup à la fiche Google Maps. Donc ça, c'est vraiment un projet pour vraiment kiffer et faire un truc fun. Hop là. Les résultats de ce site, là, pour le coup, ça m'a pris même quelques heures. Je connaissais les outils, donc c'était beaucoup plus rapide. Ça a été super fun de le faire et de le partager à mes potes, parce que du coup, tous mes potes sont amusés à contribuer. D'un point de vue négatif, j'ai fait beaucoup d'acquisitions sur Facebook, un peu trop. Mon URL a été banni sur Facebook. Je me suis rendu compte ici qu'on avait un projet qui était très grand public, donc qui nécessite un référencement et ou un budget d'acquisition qui est beaucoup plus important, budget que j'avais pas. Et c'est assez compliqué pour moi de faire du repeat user, c'est-à-dire de faire revenir l'utilisateur. Il découvrait la plateforme une fois, il regardait un peu les barres, mais ensuite il ne revenait pas. Et là, encore une fois, un modèle économique compliqué à mettre en place. Bilan des 2 premiers side projects. Je me suis rendu compte qu'en fait, pour créer un side project, ça peut être très, très rapide et au final, pas si compliqué que ça. Donc là, il y a vraiment un dogme qu'on casse et on revoit un petit peu nos contraintes, nos freins qui sont en fait des freins psychologiques. Le budget, pareil, on peut maîtriser un budget très faible et créer un site qui a une belle visibilité et un beau trafic. C'est super fun, hein, vraiment, de faire ça le soir, le week-end, c'est kiffant. Donc là, je me suis dit, tiens, en fait, il n'y a aucun risque pour lancer un side project. Au début, on a un peu peur, il n'y a aucun risque. Résultat des 2 projets, je me suis dit, tiens, il y a un truc à faire. Je pense que je peux faire un truc encore plus gros et je peux aller encore plus loin sur les outils. Je m'arrête ici pour une première session de questions-réponses. Et après, on enchaînera sur la partie jesuipm.com. J'avais une question. Je suis de retour. Yes. Justement, en fait, qu'est-ce qui t'a donné envie au tout départ de te dire, OK, je vais me lancer vraiment dans un side project? Quelle était l'envie profonde vraiment, parce que tu énumères quelques petites choses, mais c'était quoi ton envie réelle? Alors, la vraie envie, c'était vraiment de pouvoir faire quelque chose et mettre la main dans les outils. Moi, j'ai un passé où j'ai fait un petit peu de développement au tout début dans mes différents stages. J'avais fait un peu de design. Et du coup, d'être PM, de voir les gens produire, ça commençait un peu à me frustrer. Et du coup, j'avais envie de remettre un peu la main à la pâte. Donc, c'est plutôt la technique et les outils no-code qui m'ont poussé à créer un side project. Donc, au début, c'est plutôt l'outil qui m'a poussé à trouver un problème. Et justement, c'est ce que j'ai changé comme mindset. C'est que, en fait, c'est bien d'avoir un outil qui te lead. Mais au final, non, tu trouves un problème et tu trouves l'outil qui répond au problème. En tout cas, c'est vraiment la technique qui m'a poussé à me lancer dans du side project. J'essaie d'inviter en même temps Justin qui te pose une question. Il est en train de se préparer. Et justement, comment est-ce que tu es tombé sur ces outils no-code et pas simplement du développement pur? Alors là, je l'ai mis vous allez voir dans les prochaines slides, il y a pas mal de plateformes qui recensent du coup des annuaires d'outils no-code et qui, en fonction de ce que vous voulez faire, notamment qui s'appelle SideStack, j'ai plus le nom, mais vous verrez dans la presse, vous dites ce que vous voulez faire. Est-ce que je veux faire un site? Est-ce que c'est un site mobile, etc. Et à la fin, on vous préconise les outils adaptés par rapport à votre besoin. Donc moi, clairement, j'étais newbie dans ce milieu-là. Et donc, j'ai découvert du coup les outils que j'ai testés vraiment from scratch. Donc vraiment, c'est en ligne que j'ai découvert tout ça. Il y a Cédric qui te pose une question. Le second side project, Pastis Anywhere, c'est fait avec un outil no-code? Ouais, c'est Airtable, enfin Sheet2Sheet, pardon, le même outil que Tech Communities. Okay. C'est un spreadsheet qui est derrière, tout simplement. Parfait. Alors, j'attends juste de savoir si Justin arrive. Mais sinon, il y a Nicolas qui te demande, est-ce que tu peux filtrer par marque de pastis? Justement. Alors, oui, j'avais commencé à le faire. Parce qu'en effet, quand tu es un vrai puriste comme toi, tu veux une marque précisément de pastis. J'avais commencé à le faire, sauf qu'après, vu qu'il n'y a pas que des Marseillais qui proposaient des pastis, les gens, du coup, mettaient toujours pastis, pensant que c'était une marque.
Donc, du coup, j'ai rapidement enlevé les filtres par marque. Et c'est possible. Alors, je vais prendre la question finalement de Justin, parce que je pense qu'il a peut-être un peu de mal pour se connecter. C'est en termes de référencement. Comment est-ce que tu as géré ça? En fait, le référencement, c'est directement l'outil no-code qui porte les contraintes de référencement. Là, sur Sheet2Site, il y a vraiment un feuillet, je vais vous montrer en 2 petites secondes, il y a vraiment un feuillet dédié au référencement. Ici, vous allez le voir. Dans les settings, je crois. Ici, dans les settings, vous pouvez définir du coup la balise title, la balise description, et après tout ce qui est pour le tracking, analytics, GTM, etc. Donc là, vous êtes vraiment, quand vous choisissez un outil no-code, le référencement est vraiment, c'est la contrainte de l'outil qui fait que vous avez plus ou moins de liberté dans le référencement. Là, du coup, voilà, le référencement était assez succinct, ce qui provoquait du coup un référencement qui n'était pas toujours optimal. Et donc, finalement, il fonctionnait plus avec du bouche à oreille qu'avec le référencement naturel. Absolument. Il y a, je vais essayer de venir Steven. Je ne sais pas si tu es disponible, Steven. Hop. Sinon, il y a Yvan qui te pose la question. Comment valoriser un side project pour être plus employable? Certains projects mieux que d'autres pour ce but? Est-ce que justement, c'est avec des outils comme ça et des projets comme ça que tu peux valoriser un petit peu, je pense, pour les personnes qui sont peut-être un peu plus juniors, tu vois, qui sortent d'école. Est-ce que tu penses que ça peut être quelque chose qui peut être vraiment valorisable auprès des employeurs d'avoir un side project comme Steven d'ailleurs a Alors oui, je pense que oui. Je pense qu'entre un PM junior qui a juste fait un cursus scolaire classique et un PM junior qui a déjà créé 2 petits side projects comme celui-ci, je pense que déjà c'est un élément différenciateur. Et en fait, en faisant ces side projects, le plus important, c'est pas tant les publications sur le portfolio, c'est surtout les apprentissages que vous tirez des side projects. Et ça a pas de prix. Donc oui, pour moi, vraiment, de faire des side projects, ça vous fait vraiment grandir, que vous soyez même junior ou même sur des profils plus confirmés. Bonjour Steven. Salut. Bienvenue. Hello. Yes, salut. Non, ma question, c'est plus sur la véracité en fait du contenu. Parce que pour le pastis, c'était la communauté qui générait justement des lieux. Et comment tu gérais ça en fait, en termes de soit de qualité ou soit de véracité? Comment tu t'assurais que alors là, il y avait pas de fake? Il y avait aucun contrôle. Donc là, en gros, directement, quand la personne remplissait Typeform, directement, ça publiait sur le site. Donc là, j'avais pas de véritable enjeu de vérification. Okay. Mais il y a une possibilité, c'est-à-dire qu'au lieu de dire je publie directement sur le site, ça pourrait directement m'alerter sur un canal Slack ou autre, ce qui permet de modérer le contenu et ensuite d'accepter ou pas le contenu, ce qui va directement le publier. Donc ça, ok, mais toi, tu n'avais pas de contrôle, enfin, tu avais choisi de ne pas avoir de contrôle. Non, parce que de poster un bar, je vois pas l'intérêt pour une personne de poster un bar qui n'existe pas. En effet, elle pouvait poster des liens sur des sites, pas top ou autre, mais en tout cas, j'ai pas eu de publication idiote, quoi. Oui, bien sûr. Mais peut-être à force d'avoir une grosse communauté, enfin, s'il y a vraiment beaucoup de participants, là, on peut avoir des trolls ou des choses comme ça. Ou... Absolument. Je pense que c'est par rapport à c'est possible. Projets, ouais. Ok. Top. Merci Steven. Merci. Pour répondre aux personnes, Anthony, oui, donc il y aura bien sûr une rediffusion disponible sur notre chaîne YouTube Weavoo. Et donc pour tous les outils no-code, il y a eu justement, il y a 2 semaines Contournement qui est venu en webinar et qui a parlé de tout l'ensemble des outils no-code. Donc vous pourrez retrouver la vidéo sur notre chaîne YouTube. Je vais la poster directement après en description dans mon message. On peut passer à la suite, Florent? On y va. Très bien, je te laisse encore. Merci. Étape 3, dernière étape. Donc là, je vais vous expliquer vraiment comment j'ai construit ce petit château de sable que vous voyez à droite. Donc c'était en printemps 2019, donc notamment le site jesuipm.com que vous connaissez peut-être parmi vous. Donc là, juste avant de vous montrer vraiment les étapes qui ont permis de créer ce site, quelques mots sur ce site. On est sur une plateforme qui est vraiment 100% dédiée au product management en France, essentiellement pour les PM. On est sur à la fois une offre de ressources. J'entends par ressources des podcasts, des livres, des communautés, etc. Une section événements qui vous permet de connaître un petit peu tous les événements product, aussi bien donc physiques que digitaux dans votre région. Une section entreprise
un petit peu comme Welcome to the Jungle, mais très typé product. Donc, vous aurez vraiment uniquement des startups qui emploient des product managers et une section offre d'emploi, là aussi vraiment dédiée sur des métiers product en France. Donc là, on est sur un site qui a donc environ 4 mois. Donc aujourd'hui, on est sur un trafic de 5000 utilisateurs uniques qualifiés. Donc ce qui est voilà, une belle référence pour le moment, en tout cas en France. Parmi voilà, les grands comme Wevo, Tiga, etc., il n'y avait pas véritablement d'annuaire, on va dire, cross-ressources. Et du coup, c'est pour ça que j'ai créé ce site-là. Du coup, je vais vous parler des coulisses. Donc là, je vais vraiment me mettre entièrement à nu devant vous, de l'idée jusqu'à vraiment la phase de lancement. Et je vais vous expliquer un petit peu les différents outils, méthodologies que j'ai utilisés. Premièrement, la naissance de l'idée. Donc là, encore une fois, je me suis vraiment occupé à des problèmes que j'ai personnellement. C'est plus simple de solutionner ces problèmes que de solutionner les problèmes des autres. En tout cas, pour moi, ça l'était. Donc là, moi, j'avais 5 petits problèmes, ou des gros. J'ai pas assez de temps pour faire de la veille curative. Je ne sais pas particulièrement où trouver des blogs, des livres, des podcasts sur le product management. Je connais très peu l'écosystème des startups et pure players à Marseille, déjà parce qu'il est petit, mais surtout parce qu'en fait, il y a très peu de sites qui recensent tout ça. J'ai très peu de visibilité sur les événements product qui se déroulent, même si Meetup, voilà, on sait, est une belle communauté. Tous les événements ne sont pas sur Meetup. Et même si je suis pas aujourd'hui en recherche de travail, trouver une offre d'emploi de PM, voilà, c'est assez compliqué, je trouve. Donc ça, c'était mes problèmes. Je me suis dit, tiens, voilà, voici les problèmes. Je me suis dit, je pense pas être le seul à avoir ces problèmes-là. Du coup, je me suis dit, cherche des personas, des sites marketing qui potentiellement rencontrent ces problèmes-là. Je me suis dit, les PM parisiens ont les mêmes problèmes, peut-être un petit peu différents. J'ai identifié la cible, les PM qui sont en province, les CPO et recruteurs product qui ont des problématiques aussi de recrutement, et les PO et chefs de projet digitaux qui sont potentiellement en transition sur des postes de PM. Et du coup, là, l'idée, c'était quoi? C'était de définir pour ces différentes cibles et personas, du coup, des key selling points. C'est vraiment des arguments marketing où je vais proposer une solution à un problème et voir si ça mord. Pour pouvoir faire ça, je vous conseille un outil qui est vraiment super, qui s'appelle Lenden, qui vous permet en 30 secondes, et je vais vous montrer parce que ça prend vraiment 30 secondes, c'est pas du marketing, de créer une landing page pour environ, je crois, 10 € par mois. Le principe est super simple. Vous avez ici un formulaire où je vais dire, par exemple, je vais créer une landing page. Quel est mon produit que je vends? Ici, je vais vendre un site web. Et là, directement, j'ai ma landing page qui commence à se créer sur la droite. Et je vais pouvoir simplement après la customiser, à savoir est-ce que je préfère mettre des illustrations, des mock-ups, quel type d'illustration, quelle typologie, quel style, c'est moche. Et ensuite, je vais définir le contenu. Est-ce que je mets un bloc avec des logos d'entreprise, des témoignages, des galeries. Et là, en un clic, vous avez directement ici le site qui est prêt à être mis en ligne, site que vous pouvez entièrement customiser ici avec les différents blocs. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Et donc, du coup, j'ai construit une landing page par cible pour pouvoir ensuite, la diffuser à mes cibles marketing. Donc là, comment j'ai fait? Donc, encore une fois, j'avais différentes cibles. Le but, c'est de commencer par le réseau proche. Donc, le but, on a mes collègues PM, mes anciens collègues PM. N'envoyez pas des side projects à votre entourage, à votre mère, votre père, à vos amis. Ils vont dire c'est beau, ils vont dire je ne comprends pas, mais du coup, ce ne sont pas la cible. Mettez-vous vraiment en phase de votre cible. Donc là, comment j'ai fait? Simplement, donc j'ai diffusé un post ici que vous voyez ici sur LinkedIn. J'ai diffusé des posts sur différents groupes et des communautés Slack. Et du coup, résultat, j'ai commencé à récolter ce qu'on appelle des early adopters, donc une cinquantaine en quelques heures. Donc, ce sont des personnes qui sembleraient intéressées par la proposition de valeur qui se matérialise aujourd'hui juste par une page qui est juste une page d'argumentaire de vente marketing. Ensuite, ce qui est super important avant de partir tête baissée sur la solution et sur la construction du site, c'est de contacter les personnes qui sont intéressées pour en savoir plus sur qui sont-elles, quels sont leurs problèmes, quels sont leurs besoins. Donc là, moi, j'ai travaillé une matrice assez simple de questions-réponses sur Google Sheets que vous pourrez aller voir après dans le replay. Vous avez le lien en cliquant dessus.
Et donc là, c'est assez simple, un interview. Il faut bien entendu remercier l'utilisateur. Il est là pour vous, il s'est rendu disponible 20 minutes, une demi-heure pour vous. Donc, et c'est le premier déjà à être intéressé par votre solution. Donc, encore une fois, commencez vraiment par remercier votre utilisateur. Posez des questions ouvertes. Le but, c'est de le laisser parler. Une question fermée, il va répondre oui ou non. Ça vous avance pas beaucoup. Lorsque vous voyez que ça répond, mais ça répond pas beaucoup, faites des relances. Préparez des relances à vos questions principales. Lorsqu'il y a un blanc, même si je sais que c'est difficile, laissez-les. Quand vous laissez un blanc, la personne va vraiment creuser sa réflexion et vous donner encore plus de feedback intéressant. Et bien sûr, une interview, c'est quoi? C'est vraiment le but, c'est de laisser parler l'autre. C'est pas vendre votre site. Là, ce qui nous intéresse, c'est savoir ce que veut la personne qui est en face de nous. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que je me suis dit, tiens, j'ai une cinquantaine de personnes qui sont intéressées. J'ai compris un peu mieux leurs problèmes à travers différents interviews utilisateurs. Ça y est, il faut que j'aille sur la partie conception du site. Donc là, étape, définition de l'offre. Donc là, le but du jeu, c'est j'ai mes problèmes, j'ai mes cibles, je connais un petit peu leurs besoins. On va travailler sur les offres pour répondre à ces besoins-là. Donc là, moi, j'ai travaillé sur un format Airtable où, en fait, je vais vraiment lister l'ensemble des solutions que je pourrais construire pour répondre aux problèmes de mes utilisateurs. Là, il faut être vraiment en mode open bar. C'est-à-dire que d'un point de vue faisabilité, d'un point de vue coût, pour l'instant, on liste tout, aucune contrainte. On liste tout. On verra après sur la partie contrainte de faisabilité et contrainte de coût. Je me suis aussi posé 2 questions importantes au niveau des contenus, par exemple au niveau des livres. Est-ce que c'est à moi de générer le contenu? Est-ce que je peux aller le récupérer sur des sites? Est-ce que les gens vont pouvoir proposer aussi le contenu? Et aussi une autre question qui est super importante, est-ce que l'offre peut être monétisable? Par exemple, les livres, oui. Si je fais de l'affiliation, c'est un modèle économique. Une fois que j'ai listé l'ensemble des offres, maintenant, il faut revenir un petit peu, on va dire, pied à terre. Il faut dire, voilà, le but du MVP, c'est quoi? C'est d'avoir un bon équilibre entre l'effort que je vais mettre pour constituer, donc, du coup, les fonctionnalités et l'impact par rapport aux problèmes de mes utilisateurs. Bien entendu, l'objectif final, c'est de pouvoir livrer assez rapidement pour pouvoir confirmer très rapidement la proposition de valeur. Donc là, mon MVP est assez simple. C'était une section livre, une section podcast, une section article, des blogs et des communautés. Si on traduit ça en user story, en tant que PM, je veux pouvoir accéder à des ressources. Et en tant que PM, je veux pouvoir proposer une nouvelle ressource. Vous voyez, un MVP relativement simple. Ce que j'ai écarté d'entrée de jeu, en tant que PM, je veux accéder à des offres d'emploi. En tant que PM, je veux accéder aux entreprises tech de ma région. Ce sont 2 choses que j'aurais pu faire au début, mais que j'ai préféré déscoper pour aller plus vite sur la partie ressources. Une fois qu'on a défini ce qu'on allait faire, il fallait du coup créer le contenu. Encore une fois, je me suis basé sur Airtable. L'outil, bien sûr, peut être aussi un spreadsheet ou même une feuille de papier. Donc là, j'ai commencé à lister, par exemple, les podcasts. Je me suis dit, tiens, il faut que je commence à établir ma liste de podcasts. Donc là, il y a différentes astuces que j'ai mis ici. Logiquement, vous connaissez déjà des podcasts. J'ai fait des recherches sur Google, toujours chercher en français et en anglais, parce qu'au final, on trouve aussi des contenus chez nos amis du coup anglophones. On a des sites qui sont déjà des sites d'annuaires, donc autant en profiter déjà du travail des personnes qui font ça. Et après, voilà, on peut faire de la veille sur les réseaux sociaux, des benchmarks sur les sites concurrents et bien sûr échanger avec les différents PM que j'aurais pu rencontrer auparavant. Une fois que voilà, j'ai l'offre, j'ai les contenus, on arrive à l'étape qui est stratégique. Le choix de l'outil peut déjà conditionner le succès ou l'échec d'un projet. Donc, c'est ultra important de prendre le temps nécessaire pour trouver le bon outil par rapport aux enjeux, aux fonctionnalités que je cherche à développer. Donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est de lister vos forces, vos faiblesses, ce que vous voulez faire et ce que vous ne voulez pas faire. Dans mon cas, ce que je sais faire, ce que je voulais faire, j'avais des connaissances en HTML, CSS. J'avais une passion naissante sur Zapier, donc les outils d'automatisation, et les outils no-code. Je voulais mettre les mains dans les cambouis. J'avais quelques notions en design. Et il s'agissait de faire un site aujourd'hui qui est un site dynamique, assez simple. Et un site évolutif, bien entendu, parce que vous avez vu, j'avais une offre qui était assez complète, et au début, je voulais juste me lancer sur une petite partie d'offre. Ce que je ne sais pas faire, ce que je ne voulais pas faire.
J'avais pas 5 000 € pour payer un freelance ou une agence. Et d'ailleurs, je vous conseille pas de payer, même si vous avez l'argent de payer un freelance, je vous conseille de faire les choses par vous-même. Vous allez apprendre beaucoup plus de choses en faisant vous-même. Et après, si vous voulez faire une V2, vous pourrez, si vous le souhaitez, payer une personne. J'avais pas le temps de coder, d'apprendre à coder. Je voulais aller rapidement sur la création du site. J'avais pas de binôme développeur. Mes collègues Justin, Lolo et Lionel ne voulaient pas travailler avec moi, hélas. Et je suis pas magicien, donc voilà, j'avais des contraintes. Donc du coup, voilà un petit peu l'éventail de mes contraintes que j'avais à cette époque-là. Donc là, je me suis dit, voilà, maintenant que je sais ça, quel outil choisir? Donc là, à gauche, vous avez vraiment l'éventail de la galaxie des outils no-code. Il en existe, mais vraiment une centaine, encore plus aujourd'hui. Et je me suis orienté sur 2 outils que j'ai shortlistés, Webflow et Bubble. Si vous voulez, je peux aussi répondre à vos questions sur pourquoi Webflow et pourquoi pas Bubble. Mais j'ai décidé finalement de choisir l'outil Webflow. Et je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Ma stack, j'avais donc Webflow, qui est vraiment l'outil principal qui nous permet de développer le site à travers donc la création d'une base de données, l'hébergement du site, le design des interfaces, donc on va vraiment intégrer les interfaces, et on va pouvoir générer les pages statiques et les pages dynamiques. On est sur un budget de 15 € par mois, ce qui est relativement correct. Mailchimp, qui était donc mon outil CRM pour pouvoir du coup récolter les opt-ins et envoyer des mails, qui est gratuit. Typeform, qui était donc l'outil pour mettre des formulaires sur mon site et obtenir des feedbacks ou des suggestions d'utilisateurs, 30 € par mois. Zapier, qui me permet de faire des liens d'automatisation entre mes différents outils, notamment Typeform et Webflow. Donc 54 € par mois, ce qui évolue en fonction de vos besoins. Moi, j'ai sur un besoin qui a évolué. Au début, j'étais sur l'offre à 30 €. Et OVH, pour avoir simplement un nom de domaine qui coûte une dizaine d'euros par an, pour pouvoir du coup mettre à disposition le site en ligne. Donc là, on est sur une stack qui est sur un budget d'environ 100 € par mois, ce qui est un budget non pas négligeable, mais qui peut être à la portée quasiment de tout le monde. Une fois que j'avais ma stack, ça y est, maintenant, je devais vraiment rentrer dans le vif du sujet et développer. Donc là, le développement m'a pris une vingtaine, trentaine d'heures avec une découverte de l'outil, quelques heures. J'ai ensuite importé les bases de données Airtable que j'avais constituées auparavant, quelques heures également. La conception pure du site, entre 15 et 20 heures. L'automatisation des différents formulaires avec Zapier, quelques heures. Et le référencement, quelques heures. Donc là, juste rapidement, je vous montre en quelques minutes l'interface Webflow. On est sur une page ici. Vous allez avoir à gauche ici, vous avez l'ensemble de vos pages. Vous avez une section ici qui vous permet en fait de créer vos différentes listes. Par exemple, ici, les podcasts. Je vais dire que j'ai une section podcast. Un podcast, c'est quoi? C'est un nom. Est-ce que c'est français-anglais? Une image, un lien Spotify, un lien Apple Music. Et ici, vous avez tous vos différents items que vous allez pouvoir créer qui vont être ensuite affichés sur votre site. Et du coup, pour les afficher sur le site, c'est assez simple. Vous avez ici un éditeur visuel et directement, en cliquant sur un élément, vous allez pouvoir du coup définir son style à droite. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail, je reste vraiment en surface. Si vous voulez, vous avez plein d'outils en ligne, plein de tutos pour approfondir le sujet. Le MVP en image, il ressemblait à ça. On avait une page d'accueil très simple, 5 pages qui étaient donc 5 listes de contenus, des podcasts, des livres, des communautés, des blogs et des conférences. Donc là, le site est construit. Il fallait ensuite, du coup, le lancer. Ce que je vous conseille au début, avant de lâcher les chevaux, c'est commencer à faire ce qu'on appelle un soft launch, qui est une diffusion à un public déjà plus restreint pour faciliter vraiment les retours rapides et courts avec vos users, pour éventuellement débugger votre site sur des petits bugs que vous n'aurez peut-être pas vus et faire des premières améliorations assez rapides des feedbacks de vos premiers utilisateurs. Donc là, bien entendu, le but, c'est d'envoyer votre site aux différentes personnes qui ont déjà contribué un petit peu à la conception, notamment durant les différentes interviews utilisateurs. Donc là, j'ai envoyé ça à une centaine de personnes pour avoir des premiers feedbacks.
Ensuite, jour J. Donc là, le but du jour J, c'est faire le maximum de bruit auprès des PM avec, encore une fois, un budget qui était quasiment nul. Donc là, je vous conseille un outil qui s'appelle Phantom Buster, qui est un outil français qui est excellent, qui m'a permis d'avoir vraiment un énorme trafic au lancement avec un budget de 30 € par mois. Comment ça fonctionne en quelques mots? Vous recherchez votre audience sur LinkedIn. Dans mon cas, j'ai cherché les product managers en France. Vous avez un petit outil qui va du coup récupérer l'ensemble des profils, donc à savoir les URL. Et ensuite, un autre outil, Phantom Buster, qui va permettre de diffuser un message avec une demande d'invitation, qui est le message que vous voyez ici. Comme c'est un message assez friendly, pas trop vendeur. Et en fait, du coup, grâce à ça, j'ai eu en quelques heures un pic à 2000 visiteurs uniques en 48 heures. Donc, ce qui est vraiment énorme. En tout cas, je ne m'attendais pas du tout à avoir autant de trafic sur le lancement. En plus, c'était pendant le confinement, donc c'était au premier jour du confinement. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai vu donc, mon site être publié sur différents Slack. Le site a été partagé aussi sur une newsletter de Google France. Et donc, du coup, directement, les personnes aussi ont joué le jeu puisqu'elles ont contribué à générer des nouvelles ressources sur le site. Et j'ai eu plein de témoignages sur LinkedIn, par message, des personnes qui étaient super enjouées du nouveau site. À ce moment-là, je me suis dit, tiens, j'ai lancé un site, il y a du trafic, ça mord. Maintenant, il faut aller à l'étape supérieure. Vous le savez, en tant que PM, il faut être vraiment data informed. Il faut être équipé pour comprendre ce qui se passe sur votre site. Mon trio gagnant, quand j'ai un side project, c'est Hotjar, qui est un outil gratuit, qui permet deux choses qui sont super intéressantes. La première, c'est de faire du recording vidéo, c'est-à-dire de comprendre ce que fait un utilisateur sur votre site, et donc de comprendre un petit peu les parcours utilisateurs. Et du heat mapping, ce qui vous permet de voir un petit peu les zones de clic sur votre site. Ça vous permet vraiment de faire des sujets de l'ordre du continuous improvement, de faire des petites améliorations de l'expérience utilisateur. Autre outil super intéressant qui est aussi gratuit, Crisp, qui est un petit widget qui se met en bas de votre site, qui permet de faire du chat en live avec votre utilisateur. Donc là, le but, c'est d'être au plus proche de vos utilisateurs pour pouvoir récolter des feedbacks aussi en direct. Troisième outil que vous connaissez tous, Google Analytics, qui est aussi gratuit, qui a le mérite d'être très généraliste, mais qui vous permet de voir un petit peu des indicateurs sur les volumes et les parcours de vos utilisateurs. Une fois qu'on a fait ça, je me suis dit, OK, je vais les lancer, j'ai du trafic, je vais essayer de l'améliorer. Donc là, il y a vraiment 3 catégories d'amélioration possibles. Il y a ce qui s'appelle le continuous improvement. Donc, par exemple, là, sur une page de podcast, au début, j'avais vraiment une liste très linéaire, toute simple. Et du coup, j'ai dit, tiens, je vais rajouter ici un petit champ de recherche. Je vais rajouter des filtres de recherche et je vais rajouter un système de upvoting à la Product Hunt ici. Ça m'a pris quelques heures pour faire l'évolution. J'ai aussi réfléchi à comment je vais enrichir l'offre de mon site. Donc là, j'ai réfléchi à 2 nouvelles offres. Une offre d'emploi, donc devenir un job board pour les PM, et une offre fiche d'entreprise à la Welcome to the Jungle pour devenir vraiment un annuaire des entreprises tech qui recrutent des PM. Donc là, ça m'a pris plusieurs jours pour concevoir du coup cette nouvelle offre. J'ai aussi testé des nouveaux business économiques, notamment sur les livres. J'ai simplement raccordé un compte Amazon affiliation aux différents livres que je proposais, ce qui me permet aujourd'hui de générer une 50aine d'euros par mois, ce qui me paye un petit peu les frais de serveur et les frais d'outils, ce qui n'est pas négligeable. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez faire en continu après le lancement du MVP, encore une fois, parce que le but, c'est faire le plus rapidement possible un MVP. Bilan du side project à mois plus 2. Donc, très, très content des résultats. Un trafic qui dépassait donc les 10 000 utilisateurs en quelques mois. Un grand nombre de ressources, des offres d'emploi qui sont proposées. J'ai même 2 entreprises du Next 40 qui se sont inscrites. Une newsletter qui est envoyée toutes les 2 semaines avec un taux d'ouverture qui est vraiment super. Des webinars qui sont diffusés. Et aussi, qui dit side project dit beaucoup de consommation d'alcool, beaucoup de nocturnes. Et j'ai eu 5 pastis qui ont été offerts par des utilisateurs via la petite application que je vous conseille de mettre en place qui est Buy Me a Coffee, qui permet à n'importe qui de faire un petit don en café. Du coup,
je suis PM aujourd'hui, ça ressemble à ça. C'est un château qui commence à avoir une bonne gueule avec des visiteurs. Donc, très content d'en arriver là, alors qu'au début, on était sur des petits side projects qui étaient plus des outils pour m'amuser. Donc là, j'ai vraiment un vrai projet qui a de la portée. Et les gens, maintenant, quand je parle à des gens PM, ils me disent « Ah tiens, c'est Florent, oui, je sais que tu as créé Je suis PM ». Donc, c'est ultra valorisant. Mais c'est pas fini. Donc, un petit peu de visibilité sur la suite, parce qu'en fait, vous allez voir, si vous vous lancez dans un side project, c'est sans fin. Vous êtes toujours en train de vous avez toujours envie d'optimiser le site, d'aller plus loin. Donc là, mes next steps, c'est quoi? C'est de pouvoir enrichir l'offre B2B. C'est-à-dire, je vais pouvoir vraiment créer une vraie offre B2B où les entreprises vont pouvoir payer pour diffuser des annonces, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Optimiser le référencement pour pouvoir avoir plus de trafic naturel sur mon site. Commencer à travailler sur des partenariats, comme on le fait là aujourd'hui avec Wevo, pour vraiment me montrer et du coup avoir encore plus de trafic, et notamment un livret blanc que je suis en train de rédiger avec la startup WeLoop. Et une question qui est vraiment existentielle que je me pose, c'est ok, c'est un side project, est-ce que ça pourrait pas devenir un vrai produit et une vraie startup? Ça, c'est une question que je me pose. Je n'ai pas encore la réponse, mais le plus dur, c'est faire le switch entre side project et une vraie boîte. Conclusion, est-ce qu'un side project est un bac à sable idéal pour un PM? En tout cas, pour moi, sans hésiter, c'est le cas. Quelques feedbacks quand même sur ce que j'aurais fait différemment, parce que là, je vous ai montré que les parties un petit peu jolies du backstage. Ce que j'aurais fait différemment, c'est de ne pas commencer le projet seul. Je vous conseille fortement de travailler à 2 ou à 3. En étant seul, du coup, vous n'avez personne avec qui faire un ping-pong. Vous avez votre propre avis, même si vous appuyez énormément sur vos users. Le fait d'être 2, vous allez plus vite, vous êtes plus fort. Seconde chose que j'aurais fait différemment, c'est dès le début, j'aurais préféré monétiser les offres d'emploi. Si vous commencez une offre et vous la mettez gratuite, les gens vont pas comprendre du jour au lendemain pourquoi elle devient payante. Donc, encore une fois, préférez des prix barrés, c'est-à-dire c'est gratuit pendant 2 mois, mais ne commencez pas une offre en disant c'est gratuit pour 2 mois plus tard la faire payer, ça passera mal. Troisième aussi, apprentissage. On passe du temps avec nos users, mais on n'en passe jamais assez. Vraiment, prenez le temps de vous booker des sessions d'interview, 2 heures par semaine, 5 heures par semaine, pour constamment, chaque semaine, rencontrer vos utilisateurs. C'est vraiment la clé. On a tendance après à se renfermer sur nous-mêmes, à travailler dans notre grotte. Mais non, ouvrez-vous et parlez avec le maximum de gens. Donc ça, c'est vraiment les 3 apprentissages que j'en ai tirés, des 3 petits échecs que j'aurais travaillé un petit peu différemment. Du coup, voilà, j'espère que, en tout cas, ma petite histoire vous aura peut-être donné envie de vous lancer dans un vrai château de sable. Croyez en vous, il y a vraiment des freins psychologiques qui sont que psychologiques. Faire un side project, c'est accessible à n'importe qui, à n'importe quel budget. Donc vraiment, lancez-vous, vous allez vraiment kiffer. Et vous allez voir après, potentiellement, vous allez pouvoir faire un château qui ressemble à ça et vous allez vraiment vous épanouir. Voilà. Je suis de retour. Hop. Il y a Yvan qui te pose une question. Existe-t-il des outils gratuits équivalents à Typeform ou Zapier? Alors pour Typeform, oui, tu as Google Forms qui permet de faire la même chose, sauf que c'est beaucoup moins évolutif, je trouve, et sexy d'un point de vue UI, UX, mais c'est une belle alternative. D'un point de vue automatisation, Zapier propose un compte gratuit, mais qui est assez limitant. Vous avez sinon Integromat, qui est le concurrent, qui est un peu moins cher. Mais sinon, je ne connais pas d'outils d'automatisation vraiment entièrement gratuits. Je ne crois pas que ça existe. Est-ce que IFTTT, il est gratuit ou pas, de mémoire? Alors, il est gratuit, mais IFTTT est beaucoup plus orienté domotique à la base que connexion, automatisation d'outils en ligne, on va dire. Il y a Maxime Feuillet qui te pose une question. Avec Phantom Buster, est-ce que tu vas chercher des profils sur Twitter? Alors non, moi j'ai vraiment utilisé uniquement Phantom Buster sur LinkedIn, mais vous pouvez faire la même chose avec Facebook, Twitter, Instagram. Moi je me suis dit tiens, les PM ils sont où? On a la chance que les PM sont majoritairement sur LinkedIn, donc ça a été mon principal canal d'acquisition.
J'ai essayé de faire venir Samuel, mais pour l'instant, il ne répond pas. Donc, je vais poser la question donc à leur place parce qu'il y a Maxime et Samuel qui te posent une question. Sur Ok. Je suis PM, as-tu créé il est là. Voilà. Je laisse Samuel prendre la Salut. parole et te poser la question. Salut Oui. Samuel. Salut. Ouais, déjà merci, c'était super intéressant. Je rebondissais en fait surtout sur la question de Maxime aussi qui te demandait si je suis PM, c'était donc avec si tu avais monté une structure entreprise ou si c'était vraiment à ton compte. Et moi, je demandais aussi comment tu vois les choses quand tu commences à avoir certaines barrières administratives, légales. Est-ce que tu te dis bon dès maintenant, je monte un statut ou alors à la limite on s'en fout, on verra plus tard quoi. Ouais, c'est une très bonne question. Et en fait, pourquoi j'ai commencé à faire l'offre entreprise et offre d'emploi sans modèle économique, c'est à cause de ce frein-là, où aujourd'hui, j'ai pas de statut. Donc, en fait, je me voyais mal dire à un conto, voici une facture au nom de Florent Isidore. Donc, en effet, je pense que quand le projet grandit, il faut se déclarer en auto. Je pense que c'est la première étape. Même si vous générez 0 € de chiffre d'affaires pendant 3 ans, vous avez souvent une demande d'ACRE qui vous permet de ne pas dépenser des frais pendant 3 ans. Donc ouais, je pense qu'il faut se lancer avec un vrai statut. Encore une fois, tout dépend du projet. Si on est sur une offre B2C, voilà, vous avez possibilité de faire ça. Il y a plein d'outils qui existent, se faire améliorer sur PayPal, etc. En B2B, c'est assez compliqué. Vous pouvez un petit peu à la Marseillaise faire ça un peu des fois sur des petites structures. Mais si vous travaillez avec des gros clients comme du Conto, Conto ne voudra pas travailler au black. C'est mort. Donc ouais, c'est un vrai frein en tout cas ouais, quand tu es en side project. Le statut est un vrai frein, mais voilà, le statut auto est assez accessible, je trouve. Donc, Sachant que ouais, auto-entrepreneur en France, moi je suis en Espagne et le statut auto-entrepreneur, tu payes direct, même si tu as zéro chiffre d'affaires, ce qui est un gros frein, forcément. Donc, une question qu'on se pose beaucoup plus. Mais c'est vrai qu'en France, j'ai l'impression, enfin, je crois bien que ouais, c'est complètement gratuit, donc autant en profiter, quoi. tout à fait, il faut venir en France du coup. Ouais, c'est le cas. Bientôt. Il arrivera bientôt. Ouais. Ok, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sam. Ciao. Bonne journée. Il y a Nicolas, parce qu'il ne... Ah, bah si, il est en train de se préparer. Donc, je te pose une autre question. As-tu ou prévois-tu une source de revenus pour développer davantage le site, autre que l'affiliation Amazon et celle que tu as présentée donc, par rapport à la dernière slide? Ouais, il y a un truc que j'aimerais bien lancer, peut-être courant vers Noël. C'est une section un peu de dropshipping, mais de goodies pour PM. En fait, je me dis, quand il y a un départ de PM, on fait tous une cagnotte Litchi, on ne sait pas quoi lui acheter. Et j'aimerais faire un espèce de shop où on a tous les goodies, des t-shirts, je peux pas, j'ai des lits, enfin des t-shirts. On peut peut-être produire des t-shirts et peut-être trouver des goodies que je pourrais du coup directement vendre sur mon site lorsqu'il y a des départs de PM ou des cadeaux à faire. Cool. Bonjour Nicolas, bienvenue. Bonjour, merci. Salut. Bonjour Florent, merci pour ton intervention. J'avais une question sur globalement ce que tu mesures, ce que tu recueilles comme données, parce que comme tu le rappelais, c'est très important d'être data informed. Et du coup, la question c'est pour là-dessus, qu'est-ce que tu mesures de manière générale et assez classique sur tes projets, mais aussi par rapport à tes objectifs précis d'apprentissage. Est-ce que tu as quelque part adopté une mesure un peu spécifique pour quelque part voir si mesurer ta progression sur les sujets sur lesquels tu te montes en compétence quelque part? Non, j'ai pas fait de rétrospective, on va dire, d'apprentissage. Au final, là, je viens d'en faire une avec vous, en fait, de faire la presse, c'est une sorte de rétrospective. Donc non, j'ai jamais traqué ma performance sur les différentes techniques. En tout cas, j'ai appris plein de choses. De l'acquisition marketing, je n'en avais jamais faite. Donc j'ai appris plein de choses. Je l'ai pas listé. Et sur les KPI plus classiques, je suis typiquement la croissance des offres d'emploi, la croissance des entreprises qui sont référencées. Donc pour ça, en fait, j'ai un Google Sheet où tout arrive dessus et je me fais des tableaux en fait sur Google Sheet, qui est mon équivalent de Domo tableau, mais version gratuite quoi. Et par rapport à tes objectifs d'apprentissage, est-ce que ça conditionne? Est-ce que tu te dis voilà là je dois apprendre je sais pas telle méthode de conception ou telle compétence en lien avec les outils no code? Tu te fixes des objectifs comme ça en amont et c'est assez structuré, c'est comme ça que tu avances? Ou est-ce que c'est plus plus pragmatique entre guillemets et plus droit quelque part dans la démarche? Non, ce qui me fait avancer, c'est plutôt je dois créer une nouvelle fonctionnalité, par exemple les offres d'emploi. Je me suis dit tiens, comment il faut que je la lance? Du coup, au début, il me fallait des offres. Du coup, j'ai dû scraper, j'ai utilisé un outil. Donc, c'est plutôt le besoin qui me fait du coup apprendre des choses.
D'accord. Mais je ne dis pas, voilà, je vais apprendre à Phantom Buster, je vais apprendre tel outil. Non, j'ai des besoins et ça me fait du coup découvrir des choses en fait. D'accord. Merci. Après. Merci Nicolas, passe une excellente journée. Merci vous aussi. Et dernière question de Cédric qui te pose la question. Aujourd'hui, combien de temps par semaine je suis PM.com te prend-il? Très bonne question. Alors pendant le confinement, ça me prenait beaucoup de temps. Je pense que je passais environ 2-3 heures par soir et vu qu'on ne pouvait pas trop sortir le dimanche, bien une journée par week-end. Mais ma copine commençait à tirer un peu la gueule. Donc aujourd'hui, ça me prend environ, allez, je pense par semaine, 5 heures. Mais ce qui est une frustration parce que justement, je pense que j'y consacre pas assez de temps. D'où la question de side versus full project. En tout cas, voilà, ça devient vite chronophage. Donc, tout dépend un petit peu du projet, de vos envies, de votre travail aussi, parce que des fois, sur mon travail, si vous finissez à 22 heures, ben, vous n'aurez pas d'énergie pour faire un side project. Mais ouais, ça prend du temps quand même. Ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Ouais. Il y a Mouad qui est en train de se préparer pour la dernière question. Bonjour Mouad. Salut. Merci pour la conf. J'avais une question toute simple. En fait, j'ai vu dans tes postes de CDI et je me demandais s'il y avait possibilité d'avoir aussi ceux en mode freelance. Est-ce qu'il y a déjà une projection en fait là-dessus ou vraiment focus sur le CDI? J'ai eu beaucoup cette question sur LinkedIn. Non, il n'y a pas de volonté d'avoir que des postes en CDI, d'autant plus que ça devient la mode un petit peu d'avoir des postes en freelance ou en CDI en mission courte. Donc, c'est juste qu'il y a beaucoup plus de postes en CDI en PM qu'en freelance. Donc, là, c'est vraiment l'offre qui fait qu'aujourd'hui, il y a quasiment exclusivement des CDI. Sur les postes de PO, naturellement, il y a beaucoup plus d'offres de freelancing. Mais PM en free, ça commence à arriver, mais c'est pas encore fréquent, quoi. Ok. Cool. Mais ouais, non, ce sera quelque chose c'est pas un frein, en tout cas, c'est pas une volonté de pas mettre des offres autres que CDI. Ok, C'est bon. super. C'est bon pour toi Mouad? Yes. Parfait, merci. Passez une excellente journée. À vous aussi. Salut. Merci Florent pour cette présentation qui était vraiment très cool et pleine de bon sens et tout ce que tu as pu réaliser. Donc c'est assez ça peut donner vraiment envie, je pense, à pas mal de DPM, des PO et même d'autres personnes qui ne sont jamais lancées dans un side project de réaliser un side project. Merci infiniment vraiment pour tout ce que tu as pu présenter, pour le temps que tu as passé pour cette présentation. Et si tu veux le mot de la fin, Florent. Merci à toi déjà pour ton commentaire. Et non, ouais, j'espère que ça vous aura donné envie un petit peu de vous lancer, que ce soit sur un petit projet à la Passis Anywhere ou peut-être sur une vraie startup. En tout cas, si un jour vous créez un side project, dites-le moi et n'hésitez pas aussi à me contacter. Je pourrais un petit peu vous mentorer avec mon faible niveau de ça, mais n'hésitez pas à partager. Je suis très curieux de voir un petit peu ce que vous pouvez créer aussi à votre tour. Donc n'hésitez pas à rejoindre Florent sur les réseaux sociaux, donc LinkedIn. Vous l'avez normalement dans la description du post que nous avons fait. Et je vous dis donc à dans 2 semaines, parce que la semaine prochaine, donc il n'y a pas de webinar. Dans 2 semaines, nous allons faire intervenir Mehdi qui a créé Cycle, donc une application pour justement nos PM. Et on espère vous voir très bientôt. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube, donc vous pourrez retrouver l'ensemble des webinars et donc tous les outils no-code, parce qu'il y a aussi Contournement donc qui est passé il y a 2 semaines, qui explique un petit peu tous les outils no-code qui ont été utilisés pour certains projets, certaines typologies de projets. Merci encore Florent, passez une excellente journée, un excellent week-end. Merci à vous aussi. Merci à tous, passez une excellente journée. Au revoir tout le monde.